Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre émission Matin Libre Politique, le rendez-vous de décryptage d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale. Et vous faites bien de nous suivre. L'horizon politique béninois se dessine et avec lui, les défis et les espoirs des élections générales de 2026. Une échéance majeure, une première d'ailleurs pour le Bénin, qui suscite déjà passion et interrogation. Les préparatifs s'intensifient, les stratégies s'affûtent. Les débats autour donc des règles du jeu, notamment le code électoral, sont plus vifs que jamais ce matin pour éclairer donc ces enjeux cruciaux liés à 2026. Nous avons l'honneur de recevoir une figure majeure de la scène politique béninoise, un acteur au cœur de cette dynamique. Il est le président du parti Moël Bénin, avec le premier responsable donc de cette formation politique. Nous allons décrypter les préparatifs de son parti, aborder également sans détour les récriminations de l'opposition face donc au code électoral et évoquer la cohabitation entre les partis de la majorité présidentielle. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Matin Libre TV. Voilà. Merci pour votre disponibilité. Pour commencer, déjà la première question, de façon globale, quel est le regard que vous portez sur la situation sociopolitique au Bénin? La situation sociopolitique dans notre pays n'est pas différente des situations dans d'autres pays à la veille des échéances électorales, des grandes échéances, incluant l'élection majeure, qui est l'élection du premier d'entre nous. Je pense qu'il y aura quand même de la turbulence. Chaque chapelle politique va affûter ses arbres pour pouvoir remporter ces élections. Donc c'est une situation sociopolitique que je trouve un peu normale à la veille d'échéances comme celle que nous avons devant nous. Très bien. Certains estiment que c'est moins mouvementé aujourd'hui, la réforme du système partisan passant par là. Est-ce que vous faites la même observation? Non, pas du tout. Moi, vous voyez les partis politiques, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition, s'expriment sur le terrain. Chacun à sa manière. On peut dire qu'aujourd'hui, chaque camp, dans sa stratégie, hésite à aligner ses candidats. Ben, c'est la stratégie. Parce que ce n'était pas une stratégie partagée, oui. Si la majorité présidentielle n'a pas encore rendu public ses jokers, au moins l'opposition l'aurait fait. Si les deux camps majeurs ne le font pas, c'est que bon, chacun se surveille. Vous comprenez justement cette posture de l'opposition béninoise? Je n'ai pas à comprendre. Nous sommes dans un champ politique. Oui. Chaque chapelle politique est libre d'avoir sa stratégie. Nous, on n'a pas à donner une opinion par rapport, un jugement de valeur par rapport à la stratégie de nos adversaires. Très bien. En tout cas, on y revient, on parlera justement de l'opposition béninoise. Mais en attendant, quels sont selon vous les défis majeurs sur le plan social et politique pour le Bénin aujourd'hui? Le défi majeur, c'est de régler les problèmes des Béninois. Lorsque vous êtes acteur politique et vous levez le doigt pour diriger le pays aussi bien à l'exécutif qu'au Parlement ou dans les communes, c'est que vous avez identifié les défis des Béninois, les problèmes des Béninois, et vous avez pensé une solution que vous leur proposez. Et si jamais ils s'exprimaient favorablement à vous et vous donnent le mandat, vous devez être prêt à pouvoir relever ce défi-là. Et quels sont ces défis fondamentalement? Si on prend par exemple le volet social. Mais moi, je n'aime pas me focaliser sur des aspects. C'est que l'homme, dans son ensemble, a des besoins. Et ces besoins-là, tout politique public doit contribuer à la satisfaction de ces besoins. Vous pouvez appeler ça besoins sociaux, besoins économiques, besoins de santé, besoins de ceci. Donc, il faut voir la chose de façon globale. Plutôt que de dire social. Qu'est-ce que vous mettez dans le social? Qu'est-ce que vous mettez dans le social? Donc, vous savez ce qu'on dit du social? Non. Un homme,
un peuple, Oui. une communauté, une population a des besoins fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux-là, il faut que les acteurs politiques qui sont en compétition sur le terrain puissent avoir un programme pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et ces problèmes, nous, au niveau, si vous voulez qu'on parle du cas spécifique de Moël Bénin, puisque justement, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous recevez le programme de Moël Bénin, nous avons regardé notre pays. Nous avons diagnostiqué les problèmes que les hommes, parce que toute politique publique doit avoir l'homme au centre. Quand il dit l'homme au centre, c'est l'homme grand H. Lorsque nous avons fait notre diagnostic à la création du parti Moël Bénin, et nous avons sorti ce que nous appelons notre projet de société ou notre vision économique, nous avons estimé qu'il faut d'abord mettre la jeunesse au travail. C'est un défi, mettre la jeunesse au travail. Et quand on dit qu'on met la jeunesse au travail, c'est pour permettre à la jeunesse de travailler pour gagner les fruits de son développement personnel, plutôt que donc d'être une jeunesse passive qui reçoit donc du poisson sans arrêt, plutôt que d'amener cette jeunesse à apprendre à faire la pêche pour avoir le poisson par lui-même. Donc nous avons observé un premier défi. Ce premier défi, c'est le défi de l'unité nationale. Le Bénin a beau être un pays depuis 1960, mais nous peinons à devenir une nation. Alors que si nous ne sommes pas une nation, nous ne pourrons pas nous mettre ensemble pour construire notre pays. Donc le premier défi, c'est faire du Bénin un État-nation. Pour que lorsque nous puissions aussi dire, comme les Américains le disent, American First, nous aussi on peut dire, même si on ne peut pas dire Bénin First, on va dire le Bénin d'abord. Le Bénin doit nous supplanter, nous tous. Et quels sont ces obstacles à l'unité nationale depuis ces années? Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un Français qui nous a psychanalysé, comme on le dit, pour parler de l'individualisme à outrance. Que nous sommes quatrième latin d'Afrique, mais que vraiment notre individualisme va nous empêcher d'aller de l'avant. Et il le disait déjà à la veille des indépendances. Aujourd'hui, ça s'est empiré. Parce que si hier, lorsque vous rentrez dans le système éducatif, vous commencez la maternelle, vous allez au primaire, au collège, au lycée, à l'université, il y a un cheminement qui permettait le brassage de différentes communautés au Bénin. Malgré les ethnies multiples. Malgré tout, c'est que lorsque vous avez le CEP à l'époque, ou le CEFEB à un moment donné, il n'y avait pas de collège partout. Donc ça veut dire que de différentes localités, on peut se retrouver. Il y a un regroupement quelque part pour faire le collège, parce que le collège n'existe pas partout. Vous faites le premier cycle, vous avez le brevet, vous devez aller au lycée. Il n'y avait pas de lycée partout. C'est ceux qui ont fini le collège. Il y a aussi un autre regroupement qui se faisait quelque part d'autre pour faire la seconde, la première et la terminale. Mais lorsque vous avez le bac, à notre époque, c'est que quel que soit l'endroit où vous avez ce bac-là, tout le monde se regroupait à l'Université nationale du Bénin. Donc vous voyez que moi j'ai des amis aujourd'hui qui sont de tout pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest, rien que parce que le système éducatif avait permis cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes nostalgique de cela? Bien sûr, moi je le recherche. Aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous allez commencer votre maternelle en un point et avoir votre doctorat en ce même point-là. Si bien que chacun reste dans son coin et il n'y a pas de brassage entre les communautés. Mais donc, cette couverture aujourd'hui qu'on observe aujourd'hui par rapport à ce que vous évoquez, est-ce que ce n'est pas pour répondre aux besoins de la proximité donc des établissements Non, en fait, dans certains pays qui sont faits, on met des universités thématiques.
D'accord. D'abord, vous êtes allé à l'université. Moi, l'université, c'est encore un peu loin. un peu moins grave. Vous voyez le circuit qui vous est donné là. Oui. Il y a des recoupements à tous les niveaux. Vous avez le CFEB, vous allez quelque part faire le collège, vous avez le brevet, vous allez quelque part pour faire le lycée, et puis après. Mais il n'y a plus ça. Si bien que la situation qui était analysée dans les périodes d'indépendance, ça s'est empiré aujourd'hui. Donc, les Béninois ne savent pas vivre ensemble. Il faut régler ce problème-là. Et nous avons trouvé une manière de régler le problème. Comment le régler? À travers notre vision politique. Très bien. Qui est basée sur le patriotisme économique. D'accord? Qui consiste à faire quoi? À consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Pour faire quoi? Pour mettre la jeunesse au travail. À enrichir le pays pour lui permettre d'autofinancer son développement. C'est un défi important. Ça, c'est ce que la phrase que je viens de vous déclarer là, c'est la vision de Moël Bénin. Tout part de chez nous à partir de ce patriotisme économique. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la jeunesse, il n'y a pas de raison que, avec le niveau de développement de notre pays, que les jeunes se tournent les pouces. Si on met en place une bonne politique, vous êtes en costume maintenant, normalement ça ne devrait pas être le cas. Parce que le costume que vous avez pris pour venir animer votre émission, vous l'avez acheté avec vos mêmes moyens, mais pour le faire, vous avez réglé les problèmes d'emploi d'autres pays. D'accord? Il faut que, je ne vous critique pas, moi je dis... Oui, tout à fait, c'est des illustrations. C'est des illustrations. Dans ce studio-là, tout ce que nous avons, à part peut-être les meubles, ou bien le contre-plaqué, voilà, je ne vois pas ce qui est produit par le Bénin. Mais vous savez, Président, vous savez, le problème qu'il y a, très souvent, c'est vrai, la promotion du consommation local, c'est important, il faut pouvoir promouvoir. Mais la cherté, parfois, les Béninois estiment que les produits fabriqués chez eux sont chers, plus chers que ce qui est venu d'ailleurs. Non, ce n'est pas vrai. Moi je n'ai pas cette lecture. Même si c'est ça, il faut le faire pour développer et notre pays. Donc, nous avons mis en place ce système-là et pour que les jeunes aient du travail. Quand ils ont du travail, c'est qu'ils auront les moyens par eux-mêmes pour régler leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, les besoins d'eux-mêmes et de leur famille. Mais en même temps, en faisant cela, c'est que notre pays s'enrichit. C'est pourquoi nous encourageons, nous donnons un grand satisfait au chef de l'État par rapport au projet qui est implémenté au niveau de la zone industrielle de Glou-Dibé. La GDZ. La GDZ, c'est très important, où tout notre coton est transformé ici. Donc, les emplois sont créés et c'est nous-mêmes qui gardons dans nos caisses la valeur ajoutée. Parce que lorsque vous produisez et vous vendez votre matière première, vous vous appauvrissez. Et tant qu'on ne va pas comprendre ça, nous serons toujours en train d'utiliser nos populations, nos cultivateurs, nos paysans, nos agriculteurs, pour régler les problèmes des autres pays. Il faut qu'on arrête. Très bien. Et donc, cela, c'est une solution pour l'unité nationale, vous dites? Oui, le patriotisme économique en lui-même n'est pas l'unité nationale. Comment nous, on a pensé et réglé ce problème d'unité nationale? Nous avons élaboré un programme que nous avons appelé le programme de renforcement de l'unité nationale, qui est le PRON. D'accord? Ce programme, il est abstrait. Comment le mettre en œuvre concrètement sur le terrain? Nous avons cherché des prétextes. D'accord? Le premier prétexte que nous avons trouvé, c'est le prétexte de l'agriculture. Et ça donne naissance à un premier projet qui est le PRUNA, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Donc, on prend comme on se sert de l'agriculture pour unir les fils et filles. Et comment nous le faisons? Nous avons dit, bon, ok, si Moël Bénin a le pouvoir
le plus élevé, Oui. c'est que, voilà, nous avons 12 départements dans le pays. Nous mettons en place tout de suite 12 fermes agro-pastorales dans chacun des 12 départements. Nous avons 77 communes, nous faisons la même chose au niveau des 77 communes, et nous avons 546 arrondissements, nous faisons la même chose. Avec ce maillage du territoire national, nous allons vraiment, comment on appelle, absorber beaucoup de jeunes. Mais si nous arrivons au niveau de chaque site, au niveau départemental, nous mettons un noyau de 24 personnes. Ce noyau de 24 est constitué de 2 personnes par département. Donc, ce noyau de 24, là, vous avez vu que tout le Bénin est en miniature, qu'on installe, qu'on loge sur le site. Et puis, ce noyau va travailler avec les populations de la zone d'influence du projet pour non seulement organiser ce brassage que nous avons perdu, que nous venons de vous dire, et ces gens-là vont produire sur place des matières premières. Nous allons mettre en place un système pour transformer ces produits. Et puis, non seulement ces jeunes, ils vont sortir du chômage, d'accord, le Bénin va s'enrichir et va de plus en plus autofinancer son développement, même s'il ne pourra pas le faire dans aucun pays du monde. Le 100% ne peut pas provenir du Bénin, mais la majorité puisse provenir de notre pays. Et en le faisant, on contribue au renforcement de l'unité nationale. Bien sûr, par le fait qu'on ait mis tout le Bénin en miniature sur le même site, 2 personnes par département. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes, on ne va pas dire forcément qu'on va attendre de prendre le pouvoir avant de commencer par mettre en œuvre. Tout à fait. Puisque ma question, vous faites partie d'une majorité, est-ce que vous partagez avec la majorité ou la gouvernance actuelle chaque parti politique a son projet, a sa vision. Et il en parle. J'en parle avec vous. Les gens m'écoutent. Comment nous avons fait? Nous avons dit... Est-ce que vous en parlez également avec le chef de l'État? Le chef de l'État suit chacun des partis politiques qui soutiennent ces actions. Aujourd'hui, nous avons dit, à l'échelle du parti, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Mais nous allons quand même démarrer. Pour que ça ne soit pas seulement un discours. Aujourd'hui, ce projet PRUNA, sa phase pilote est en cours dans le département des collines, plus précisément dans la commune de Kwaoyan, dans l'arrondissement de Kwaoyan, dans la commune d'Assazoumé. Là, nous avons un domaine important au bord du fleuve Ouémé, sur lequel, depuis un peu plus d'1 an, nous avons commencé par mettre en œuvre ce projet-là. Mais comme on n'a pas les moyens pour déployer partout, nous sommes encore à l'étape des collines. En fait, quand vous parlez, vous avez un espace important. Combien d'hectares, par exemple? Une centaine. Une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares qui sont là. Et quels sont les résultats déjà que vous avez engrangés? Mais les résultats sont là. L'année passée, nous avons fait près de 70 tonnes de maïs que nous avons commercialisé. Nous avons du manioc, nous faisons de l'élevage, on fait beaucoup de choses là. Mais on fait travailler la jeunesse pour montrer que la politique, on peut la faire autrement. On ne peut pas attendre seulement la période électorale pour faire, comme le président Kérékou le dit, du woya, woya, woya. Non, il faut mettre la jeunesse au travail. Et en le faisant, c'est un apprentissage que nous avons commencé par faire. Parce que si on ne fait pas le patriotisme économique, l'Afrique ne va jamais se développer. Voilà, vous avez choisi les collines, l'arrondissement de Kwaoyan pour la phase pilote. Est-ce qu'il y a un critère qui a favorisé cela ou bien vous l'avez choisi seulement? Non, il n'y a pas de critère. Le seul critère, c'est que le président du parti que je suis a un domaine qu'il a mis à disposition du parti. Si un autre militant dans le Koufou, dans la Takora, dans l'OME, dans le Zou, etc., a un domaine, il faut pouvoir le faire. Donc, quand vous êtes dans un parti politique, il faut mutualiser les moyens. Moi, j'ai ce domaine et on insistait pour que notre projet ne soit pas que discours, que si les gens disent, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites, je vais aller voir un début de mise en œuvre, nous allons vous amener sur le terrain. Et vous allez voir que les choses se déroulent normalement, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, on a quand même commencé et quelque chose. Voilà. Et moi, je ne peux pas parler patriotique économique sans féliciter le président Patrice Talon pour ce qu'il a mis en place.
et Aglo-Djibé. Il y avait une délégation du bureau politique national de Moyen-Bénin qui a fait une visite et vraiment nous étions satisfait parce que cela rencontrait un peu l'ambition. C'est comme si c'était notre projet de société qui était en cours de mise en œuvre. Très bien. Et avec un président comme celui que nous avons aujourd'hui, moi j'aurais aimé qu'on découvre au Bénin l'or blanc. Très bien. Le pétrole, c'est ça que vous appelez l'or blanc, non, mais l'or noir. L'or noir. L'or blanc, le coton. Le coton. Vous savez, il y a un pays qui a du pétrole important dans la sous-région que je ne vais pas nommer. Bon, on le connaît. Oui, donc, mais qui a décidé de vendre ce pétrole brut. C'est très mauvais. Nous ne pouvons pas prendre nos ressources que Dieu nous a données là. On ne peut pas les brader. Et c'est une décision de souveraineté. Oui, je sais. C'est pourquoi je dis que pendant que un homme de vision comme Patrick Talon est au pouvoir au Bénin, qu'on puisse découvrir quelque chose comme ça. Parce que je suis convaincu qu'il ne va jamais accepter de vendre ce pétrole brut. Vous voyez, des gens, ils sont venus de très loin. Oui. Ils ont découvert du pétrole quelque part où il n'y a pas de fenêtre maritime. Et ils ont quand même décidé d'utiliser des milliards et des milliards pour faire des pipelines, pour conduire ce pétrole de façon brute, juste ici à côté, pour pouvoir les ramener là-bas. Quand on les ramène là, ils vont travailler ce pétrole. Ils vont le raffiner. Ça va nous retourner, nous allons acheter ça cher. Les déchets du pétrole, là, ça coûte de l'argent. Les routes que nous construisons, là, c'est à partir des déchets de pétrole. Alors donc nous allons racheter ces choses-là pour construire la route. Je suis sûr que si c'était président, il allait négocier pour que vraiment, au-delà donc de l'extraction, de l'exploitation du pétrole, qu'on puisse mettre en place une raffinerie pour que tout ce qui sort du pétrole là reste sur place. Mais bon, ce n'est pas que du produit brut que ce pays-là vend. Il y a des projets de raffinerie aussi. Non, mais qu'est-ce qu'ils vendent aujourd'hui? Qu'est-ce que si tout le trajet que ce pétrole fait, dans quel état on le trouve ici pour être acheminé vers ce pays-là? Non? Alors que c'est des milliers d'emplois que nous perdons. Si on avait mis, je ne veux pas citer le pays, si on avait mis... Bon, on connaît bien le pays, voilà, même pas... Mais il y a des emplois énormes qui seront créés. Ces emplois sont créés en Chine. Alors que Dieu nous a donné un bien, et nous, au lieu d'exploiter ce bien à bon escient, on le brade. Vous pensez que ces gens qui sont venus acheter ce pétrole brut, ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes? Bon, de toute façon, le pays également a de devises. Le pays... Ils ne sont pas bêtes. Le pays gagne des devises également, en attendant d'avoir des raffineries. Le pays ne gagne rien. Le pays s'appauvrit. Lorsque vous vendez... Vous êtes strict, le pays s'appauvrit. Je suis catégorique. Le pays s'appauvrit. Lorsque vous prenez votre matière première et vous la vendez sans la transformer, vous vous appauvrissez. Mais vous savez que le Bénin l'a fait pendant longtemps également pour d'autres produits. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience par le président Patrick Talon et on ne le fait plus. Le coton qui est produit au Bénin n'est plus exporté de façon brute aujourd'hui. Nous avons une transformation jusqu'à un niveau, au niveau terminal dans notre pays. C'est important. Notre noix de cajou que les gens venaient chercher ici, parce que notre soja que les gens venaient chercher ici, c'est transformé sur place. Et dans ce processus de transformation, vous ne savez pas quelle richesse notre pays engrange. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire, on sait que le Bénin, aujourd'hui, est en train de faire une révolution pour que les matières premières de son territoire ne sortent plus. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils veulent faire en sorte que nos usines déposent le bilan et en empêchant ces usines-là d'avoir accès aux matières premières. Donc ils viennent se positionner à nos frontières, d'accord? Ce qui doit être acheté à 100 francs, ils disent que dans un processus de dumping, ils disent qu'ils vont l'acheter à 300 francs.
Sachant qu'avec le niveau de maturité des populations, ils vont dire, ah, je préfère aller vendre mon truc à 300 francs plutôt que de le céder ici à 100 francs, en oubliant que lorsqu'ils vont agir comme ça et priver nos usines ici, parce que sans matière première, aucune usine ne peut fonctionner. Donc si une année, nos usines n'ont pas de matière première parce que le gouvernement laisse les choses libres et aucun Béninois, je vous ai parlé d'individualisme tout à l'heure, nous ne sommes pas un État-nation. Le Bénin vient après tout au Bénin. Si vous prenez un Béninois, le Bénin, c'est son dernier souci. C'est lui-même d'abord. Donc, s'il voit que... les choses ont changé quand même depuis quelques années. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça va changer. Ah, ça va changer. Ça n'a pas encore changé. Je vois des gens qui ont construit leur maison, qui disent, bon, moi, je vais louer aux étrangers, tout ça, tout ça. Vous savez que c'est du business, c'est le profit. C'est du business. Vous ne verrez pas ça dans les États-nations. Vous ne verrez pas ça. Je ne vais pas citer une communauté que tout le monde connaît dans le monde. Vous ne verrez pas. Dans ces communautés-là, un franc de cette communauté reste dans la communauté. Donc on ne peut pas dire que c'est du business. Le business qui détruit votre pays, qui appauvrit votre pays, n'est pas un bon business. Est-ce que l'État ne peut pas faire des efforts, parce que vous avez quand même donné une illustration, si par exemple je dois vendre tel produit à des personnes étrangères, d'accord, on me propose tel montant, mais l'État me propose franchement très en dessous, cela ne me profite pas non plus. D'abord, ce n'est pas très en dessous. L'État propose le prix normal. Ceux qui font le dumping, je ne sais pas si vous savez bien ce qu'on appelle le dumping, c'est qu'eux, ils ont un objectif. J'ai un restaurant, je vends du riz, d'accord. Un autre a un restaurant, il vend du riz comme moi. Ben, le prix de revient, par exemple, d'un plat de riz normal, lorsque vous faites tous les calculs, ça vous revient à vous-même pour mettre un plat de riz à disposition, ça vous revient à 100 francs. D'accord. Donc, pour le vendre et pour en faire un business, il faut quand même le vendre à un peu plus de 100 francs. D'accord. Quelqu'un à côté de vous, il veut vous tuer, vous. Il va beau dépenser 100 francs pour avoir à disposition le riz, mais il va décider de le vendre à 60 francs. D'accord. Il va le vendre à 60 francs. Donc, s'il le vend à 60 francs, tout le temps où vous voulez vendre votre riz au prix normal, personne ne viendra vers vous. Tout le monde ira celui qui vend le plus moins. Et vous allez fermer. Parce que si vous venez aujourd'hui, vous ne vendez rien, vous jetez ce que vous avez préparé. Venez demain, vous ne pouvez pas tenir une semaine. Vous fermez. Tout à fait. Dès que vous fermez, et le monsieur qui a fait le dumping se trouve seul, au lieu de vendre comme vous à 110 francs ou bien à 120 francs, quoi vous vendiez, et lui l'a mis à 60 francs pour convaincu tout le monde vers lui. Quand il sera seul, il va dire que le plat de riz aujourd'hui est à 200 francs. Très bien. Et vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller le voir. Donc, ce qu'il a perdu en griffe dans le processus de faire couler, dans le processus de dumping, de faire couler ses concurrents, il va les avoir tout de suite. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ce qui se fait. Le Togo n'a pas une usine de transformation. Donc, ceux qui viennent acheter au Togo, là, ceux qui viennent acheter là où vous savez, là, c'est des gens qui viennent c'est des gens qui arrivaient ici. Vous les connaissez, non? C'est des gens qui arrivaient ici. Je pense que, en l'absence. Et donc, la meilleure manière, c'est d'interdire l'exploitation, par exemple. C'était toujours interdit. C'est pourquoi il faut suivre les choses pour pouvoir bien débattre des sujets, pour pouvoir bien opiner des sujets. Et hier, nous avions au Bénin des usines d'égrenage de coton, je pense. Est-ce qu'en cette période-là, que ce soit le gouvernement Soglo, le gouvernement Kérékou, le gouvernement Yahi, est-ce que pendant que nous avons ces usines-là, on a laissé libre l'exploitation du coton graine? Je vous pose la question, c'est vrai que c'est vous qui posez la question. Justement, et vous allez nous répondre? Non, c'était interdit. Donc il y avait un processus, parce que les usines que vous avez là, leur oxygène, c'est quoi? C'est les matières premières. Donc si nous avons à travers le pays des usines d'égrenage de coton, il faut protéger ces usines-là.
il faut que la production locale de matières premières aille exclusivement à ces usines. C'est ce que nous faisions. Mais avant, il n'y avait pas d'usine de transformation de soja, il n'y avait pas d'usine de transformation de cajou, il n'y avait pas. Donc, en cette période-là, l'État laissait des étrangers venir s'approvisionner sur place de ces matières premières qui n'ont pas, dont il n'y a pas un système de transformation dans le pays. Mais à partir du moment qu'on a mis en place Glo-Djigui avec ces usines de transformation, il faut protéger ces usines-là. Donc c'est normal que ce qui se faisait uniquement pour le coton, ce qui a été fait uniquement pour le coton, aussi bien pour les gouvernements qui se sont succédés, c'est normal que, puisqu'on a commencé par transformer ces matières premières au Bénin, qu'on fasse également ces choses-là. Sinon, ce que nous avons fait à Glo-Djigui, ça va disparaître. Et certainement, il faut alors donc une campagne de sensibilisation. Mais peut-être que l'information n'était pas aussi détaillée. Non, parce qu'il y a des gens sur le terrain qui manipulent, qui intoxiquent, parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Plutôt que de se faire animer par le sentiment patriotique pour savoir que si nous avons des usines comme ça dans le pays, pour régler les problèmes sociaux, comme vous le dites, les problèmes économiques du pays, que le Bénin n'a pas intérêt à laisser son bien, parce que la matière première, c'est notre bien, n'a pas intérêt à laisser son bien voyager pour aller régler les problèmes d'emploi très loin de notre pays, alors que nous avons des jeunes sur place qui n'ont pas d'emploi, dont leurs parents vont rester au soleil, sous la pluie, et produire la matière première qui doit alimenter les usines pour leur donner du travail. Mais on va dire non, il faut aller vendre. Et je vois même, bref, on ne va pas faire ce débat-là. Je pense qu'eux, ils comprennent bien que ce qu'ils disent n'est pas juste. Mais comme... Bon, peut-être qu'ils ne savent pas. Ils savent. Parce que l'information, vous savez, quand vous ne communiquez pas... On ne peut pas dire que l'ancien président de la République, le docteur Boni-Yayi, que je respecte beaucoup, on ne peut pas dire qu'il ne comprend pas ça. Parce que c'est un grand économiste. On ne peut pas avoir été président de la BOAD sans connaître ça. Sans connaître que si vous avez un tissu industriel sur place là, vous devez protéger vos matières premières. Parce que ceux qui viennent au Bénin chercher nos matières premières, ils ne vendent pas leurs matières premières chez eux. Vous ne savez pas que le bois là, l'exportation du bois est interdite dans ces pays-là. Mais pourtant, ils viennent ici couper nos bois, mettre ça dans les choses et envoyer là-bas. Donc, c'est parce qu'eux, ils aiment leur pays. Ils sont des patriotes, ils disent, bon, je vais dehors pour aller, y compris voler des choses, pour venir nourrir, comment on appelle, nos populations. Mais nous, on fait le contraire. Très bien. C'est pas normal. Très bien. En tout cas, c'est rentré dans l'ordre aujourd'hui parce que ça soit donc dans la zone de Glo-Djigui, au niveau de la GDIZ, il y a des populations, des producteurs qui mettent à disposition donc leurs produits. Oui, mais constamment, ils subissent la manipulation. Des gens qui disent non, le gouvernement achète ça alors que le bon prix à l'extérieur. Non, quand on dit ça, quand un parti politique qui aspire diriger le Bénin dit des choses comme ça, c'est qu'il se disqualifie. Se disqualifie. Parce qu'il encourage que la sueur de nos populations, plutôt que de l'utiliser pour régler les problèmes du Bénin, qu'on les brade pour aller régler les problèmes d'emploi. Je n'ai pas cité des pays, mais vous savez là où ces produits-là vont. Ce n'est pas du tout normal. Très bien. Plutôt que... Oui. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui disent qui n'est pas fausse, complètement fausse. Oui. Parce qu'on dit, oui, voilà, la capacité de production, la capacité de transformation des usines que nous avons au niveau de la GDZ est inférieure à tout ce à la production du Bénin. D'accord? Et que donc le gouvernement devait vraiment permettre que le surplus... qu'il achète jusqu'à la limite du surplus et laisser les gens libres pour vendre le surplus. Est-ce que c'est normal ça là? Parce que quand on va dire... Vous venez de dire que ce n'est pas faux.
Non, je dis que ce n'est pas faux Oui. de dire que la capacité de production, Oui. de transformation des usines est inférieure à la production. Très bien. Ça, c'est pas Mais faux. le surplus, pour vous... C'est-à-dire et que le gouvernement, Oui. enfin, la GDIZ, Oui. la CIPI, pour ne pas la nommer, rachète toute la production Oui. en sachant qu'elle est supérieure à la capacité des usines et exporte le surplus. Ça, c'est pas faux. Mais quand c'est pas faux, on fait de bonnes propositions au gouvernement. Si on est vraiment défenseur des populations, on discute avec le gouvernement pour trouver, comment on appelle, un terrain d'entente pour le surplus. Mais on ne peut pas dire raisonnablement aux populations, ah, nous allons acheter d'abord, et puis lorsque la GDIZ et la CIPI aura atteint la quantité voulue, qu'on va vous autoriser à vendre le reste. Et vous pensez que si on dit ça, quel producteur va vendre? Et donc, chacun va cacher sa production. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun va cacher sa production en disant qu'il faut que les autres vendent pour eux. Et moi, je vais, comment on appelle, et vendre pour moi après. Donc, je crois que le gouvernement a bien fait de tout racheter, tout en sachant que la capacité de production est inférieure. Mais le gouvernement peut toujours faire des efforts. L'effort qu'il faut faire, il faut aller en discuter avec le gouvernement. Nous, on a une petite idée sur cette question-là. D'accord? On rachète tout. Supposons qu'on a acheté 100. Oui. 100 tonnes, je caricature. Oui. Et finalement, on a acheté 100 tonnes à un prix donné. D'accord? Mais finalement, les usines n'ont transformé que 50. Il reste 50 que l'usine va exporter. Ces gens-là qui partent sur le terrain et qui manipulent les populations pour les amener à travailler contre elles-mêmes, parce qu'en disant que nous allons priver les usines du Bénin de matières premières pour approvisionner les usines ailleurs, ça signifie logiquement priver les jeunes du Bénin d'emploi pour aller créer des emplois loin. Plutôt que de dire ça, nous, à leur place, nous allons dire, OK, gouvernement, vous avez acheté 100, vous n'avez transformé que 50, vous allez exporter le reste. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une petite ristourne sur cette portion-là? Mais c'est impossible de contrôler. Comment on peut savoir? On peut savoir. Comment on peut savoir? Quand quelqu'un comme moi dit certaines choses, il ne faut pas aller vite en besoin pour dire c'est difficile. Oui, comment on peut savoir alors? J'ai dit que le gouvernement a acheté globalement 100 dans tout le pays. Mais finalement, il ne peut que transformer 50. Il reste 50 à exporter. Ça veut dire que 50% de la quantité achetée doit être exportée. Pour avoir les 100 là, chaque paysan, chaque cultivateur a livré quelque chose. Exactement. Et c'est le sigma, c'est la somme de ce que chacun a livré qui a donné les 100. Donc, dans ces 100-là, on sait ce que vous, si vous étiez paysan, on sait ce que vous avez livré. Donc, on va dire que vous avez livré peut-être 10 et l'État n'a pu transformer que 5. Donc, on prend 50% de ce que chaque paysan a vendu, et comment on appelle, à Agro-Digué. Et s'il y a un système de ristourne à faire, on fait ce système de ristourne sur la base des 50% de ce que chacun a livré. Et donc, il doit avoir... C'est pas facile ça? Jacques Ayagui, le problème est que, certainement, il y aura un mécanisme, mais le problème est que, comment je peux savoir que, donc, je fais confiance au gouvernement, qui revient me dire que, bon, dans les 10, c'est 5 que nous avons pu. On a fait les gens qui disent, et j'ai dit que c'est pas faux, parce que moi, je ne vais pas venir, comment on appelle, devant le peuple béninois pour dire des choses. C'est parce que nous reconnaissons que tout n'est pas transformé.
Aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité de tout transformer. Mais c'est risqué de dire, nous allons acheter jusqu'à la limite de nos besoins et laisser les populations vendre le reste à l'extérieur. Parce que personne ne vendra. Chacun va vouloir réserver sa production pour l'extérieur qui, aujourd'hui, est moins cher. Apparemment, quoi. Si on ne calcule pas les coûts sociaux du fait que nous vendons nos trucs à 400 au lieu de 300 francs, les coûts sociaux, là, c'est que personnellement, nous engageons 100 francs. Hein. Mais le coût que ça crée, nos enfants, même celui qui a gagné 100 francs par kilo et qui est apparemment content, il ne sait pas, quand les usines ne vont pas exister là, son enfant n'aura pas d'emploi, l'État n'aura pas des ressources pour construire des routes, il ne sait pas ce qu'il perd en cherchant à gagner 100 francs, il ne sait pas. Très bien. Voilà. Venons-en maintenant aux élections générales de 2026. Comment le parti Mouel Bénin... J'espère qu'on s'est bien compris sur le sujet que nous avons... Oui, j'espère que les téléspectateurs ont compris votre message aussi. Et je pense que les acteurs politiques, toutes tendances confondues, nous avons le devoir de vérité devant l'opinion. Et moi, je dis, plutôt que de dire aux gens, pourquoi le gouvernement empêche les gens, tout ça là, il faut réfléchir avec le gouvernement pour dire, voilà, comment je fais, comme je ne peux pas dire aux gens, j'achète dans la limite de ceux dont j'ai besoin, parce que je connais le Béninois. Je sais qu'aucun Béninois ne va vendre dans cette période où c'est l'État qui achète, parce qu'il va préférer. Donc, comment il fait? Je rachète tout, mais une fois que je devrais finir de transformer, et qu'il restera un delta à exporter, on va calculer le pourcentage. Quel est le pourcentage de tout notre achat qui a pu être transformé et quel est le pourcentage qu'on veut exporter. Très bien. Et ce pourcentage-là, on va l'appliquer à ce que chacun des fournisseurs, des paysans, des cultivateurs qui ont servi on va l'appliquer. Et si c'est 10 francs que l'État veut restaurer, on peut faire. Il n'a qu'à rester dans une démarche de proposition plutôt que dans une démarche de dire, bon, tout est mauvais, tout est mauvais. Très bien. Voilà ce que Merci beaucoup, Jacques Ayagui. En tout cas, c'est entendu. On en vient maintenant aux préparatifs. Comment vous vous préparez au niveau de Mouel Bénin pour les prochaines élections générales? Mouel Bénin se prépare très bien. Oui. Je ne prépare très bien pour ces élections-là, en n'occultant pas le fait qu'il est un parti politique qui appartient à un camp, qui est le camp de la mouvance présidentielle, dirigé par le président Patrice Talon. Donc, nous préparons ces élections dans ce cadre. Alors, on pourrait dire que pour la présidentielle, vous attendez certainement, comme les autres partis, l'orientation du chef de l'État, mais pour les législatives, les communales... Oui, mais chaque parti se prépare. Et donc, le parti Mouel Bénin présentera des candidats. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on prépare des candidats? Nous n'avons pas un avis. Vous êtes à quelle étape aujourd'hui en ce qui concerne les communales et les législatives? Nous avons lancé d'abord un appel à candidature à l'interne. Ceux d'entre nous qui veulent être candidats aux élections communales, aux élections législatives, envoient leur dossier. Nous allons étudier ces dossiers-là. Nous allons retenir les candidats pour préparer nos déclarations de candidature ces différentes élections. Est-ce que vous avez déjà reçu des dossiers? Bien sûr. Vous êtes à quelle étape aujourd'hui? Non, mais nous sommes dans notre marche. C'est-à-dire? Mais les dossiers viennent. Et puis bon, nous avons une base de données qui est là, qui contient les noms de tous les candidats potentiels, avec le dossier de candidature qui est dans la base. Et puis bon, quand on va faire le casting, lorsque la Sénat va rendre public, comment on appelle, le processus électoral et sur la question de faire la liste, il suffira d'attribuer des noms à des positionnements sur la liste et puis le tour est terminé. Nous, notre base de données est là. La base de données de laquelle on va extraire les candidats, elle est là. Donc si aujourd'hui, la Sénat nous demande
de sortir une déclaration de candidature, nous sommes déjà prêts pour le faire. Parce qu'il faut sortir ça du bas de données. Très bien. Nous avons essayé, avec notre service informatique, d'avoir un système automatisé pour que même la déclaration de candidature puisse même, dans un processus, aller dans la base de données, prendre des candidats. Il suffit qu'on dise, on valide telle personne pour dire que c'est telle personne qui est tête de liste dans la première circonscription. Son nom va se retrouver automatiquement dans la déclaration de candidature, dans la position qui lui a été attribuée par les organes du parti. Donc nous sommes prêts. Très bien. Et quel est le profil du parlementaire de la 10e législature que vous voyez? Qu'est-ce que vous appelez profil? C'est-à-dire que pour vous, le parlementaire celui-là qui pourra bénéficier des suffrages des populations pour être parlementaire pour la 10e législature prochaine, pour vous, il doit répondre à quoi? Quel est son profil? D'abord, oui. le Parlement béninois, oui. l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Oui. Donc ça veut dire pour moi Bénin, oui. Le Parlement doit être le peuple en miniature. Donc toutes les catégories de Béninois doivent pouvoir se retrouver au Parlement. Catégorie sociale, catégorie économique, catégorie humaine, tout ça. On doit. Vous suivez notre hymne, non? L'hymne a dit que toutes les couches doivent se retrouver à l'Assemblée nationale. Êtes-vous nostalgique de la période révolutionnaire? Non, c'est par rapport à cette assemblée. Ce n'est pas affaire de période révolutionnaire. C'est un problème de casting. D'accord? D'abord, de façon globale. Si tous les partis politiques doivent présenter une liste de candidatures comme moi Bénin, oui. C'est que l'Assemblée nationale, 10e législature, sera composée d'autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est le premier élément. Les deux pôles de l'humanité, l'homme masculin, la femme féminine, les positionnements, nos tests nous imposent un positionnement, comment on appelle, équitable entre l'homme et la femme. Donc, nous avons 24 circonscriptions électorales. Donc, sur ces 24 circonscriptions électorales, nous aurons forcément 12 hommes tête de liste et 12 femmes tête de liste. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est pas respect. On dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Nous ne sommes pas trop fiers du fait qu'on a dit, bon, on donne une place comme ça aux femmes par circoncision. Et ce n'est même pas par l'effort de la femme, c'est que bon... La discrimination positive, non? Si son parti arrive à être majoritaire dans la circoncision, on donne ça. Non, les femmes béninoises méritent plus que ça. Donc si les chapelles politiques veulent vraiment qu'on fasse la promotion de la femme, il y a mieux à faire que de créer un poste de femme. C'est parce que ces acteurs politiques ne sont pas prêts à mettre la femme en avant que le président, dans sa quête de le faire quand même, a essayé, pour qu'on ait dans le code électoral au moins 24 femmes pour la législature. Non. C'est la manifestation même du fait que si on laisse les chapelles politiques libres de faire les positionnements, nous n'aurons toujours que les 2, 3, 4, 5 femmes à l'Assemblée nationale. Donc moi, Bénin, dans ces textes fondamentaux, a dit non, il faut une parité horizontale sur les 24 circonscriptions électorales et aussi une parité verticale. Si bien qu'au bout du rouleau, si on n'a pas du 50-50 entre les hommes et les femmes, vous allez voir que le pourcentage de la femme sera légèrement supérieur au pourcentage de l'homme, ce qui va traduire la réalité de la population béninoise. Parce que si on fait, si on fait les statistiques, si on voit le recensement, vous allez voir que dans notre pays, nous avons plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire que si le Parlement doit être l'émanation, doit être la représentation du peuple, doit être le peuple en miniature, on devrait s'attendre à avoir au Parlement plus de femmes que d'hommes, ce qui n'a jamais été le cas. Tout à fait. Très bien. Le profil, d'abord, la parité hommes et femmes, et ensuite faire en sorte que toutes les couches
socio-professionnels, qu'on soit personne handicapée, qu'on soit un intellectuel au rang, qu'on soit un commerçant, qu'on soit un transporteur, qu'on soit un artisan, tout le monde doit pouvoir avoir sa place à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut qu'au niveau du Parlement, nous créions ce que moi Bénin appelle des lumières. Des lumières. Parce que quelle que soit la loi qui va tomber sur la table du Parlement, cette loi va concerner une catégorie de Béninois. Et lorsque cette catégorie de Béninois sera représentée à l'Assemblée, cette catégorie servira de lumière pour les autres, va éclairer les autres. Si on veut parler d'infrastructure au Bénin, et que moi je suis au Parlement, même seul, et tous les 108 autres ne sont pas du domaine, lorsqu'on va mettre une loi sur la table qui concerne les infrastructures, je vais servir de lumière à mes autres collègues pour que, in fine, la loi que nous sortons soit une loi de qualité. Si on veut parler du commerce, une loi qui va réguler un peu le commerce, même s'il y a un seul commerçant sur les 109, ce seul commerçant va servir de lumière pour les autres, leur expliquer les méandres de ce secteur-là pour que, in fine, ensemble, avec cette lumière qu'ils ont à côté, qu'ils puissent avoir une bonne loi. Et c'est valable dans tous les domaines. Donc voilà pourquoi nous disons que toutes les couches du Bénin de l'Assemblée, on veut parler donc d'une loi sur les handicapés. D'accord. Si on n'a pas un seul handicapé parmi les députés pour servir de lumière aux autres, comment, lorsque vous ne visez pas quelque chose, vous ne pouvez pas trouver des solutions. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-le nous. Parce que nous ne sommes pas confrontés aux difficultés. Aujourd'hui, vous avez besoin de voyager loin. Les gens ont déjà conçu quelque chose pour vous. Et il faut rentrer il faut partir. Les Blancs, les Occidentaux qui sont arrivés à inventer l'avion, à inventer le bateau, à inventer l'ordinateur et autres, c'est parce qu'ils sont confrontés à des difficultés et dans ces difficultés-là, ils ont réfléchi pour chercher des solutions. Et ces solutions-là, nous, on les utilise comme du prêt-à-porter. C'est bien que, bon, nous ne voulons plus faire un effort de... C'est pas si vous... Oui, tout à fait. Très bien. Et donc, il faut des lumières. Il faut des lumières, forcément. Et pour avoir cette lumière-là, il faut que les partis politiques déposent des listes de candidatures pour que tout ce qu'il y a comme catégorie, on ne peut pas faire tout, mais le maximum, il faut que ça soit là. Très bien. Pour avoir des lumières. Voilà. En ce qui concerne tout de même la présidentielle, vous préparez pour les législatives, les communales. D'abord, avant la présidentielle, la façon dont nos communes sont gérées aujourd'hui, quel est le regard que vous portez en tant que responsable de partis politiques? Il y a des réformes qui ont été entreprises et tout ça, les résultats sont là. Un séminaire gouvernemental a été organisé. Mais vous, quand vous promenez vos regards ou quand vous analysez un peu les choses depuis quelques années par rapport à la gouvernance locale, que voyez-vous? Non, même si on a noté une amélioration de la gouvernance au niveau des communes, il n'en demeure pas moins que ça ne va pas. Parce que les partis politiques qui candidatent pour les conseils municipaux, là, ils n'ont aucun programme. Si vous n'avez pas de programme et qu'on vous donne la commune, comment vous gérez cette commune? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils n'ont pas de programme? Mais vous avez voté pour les partis politiques sur la base de quel programme? Vous avez voté pour, je ne veux pas citer les partis politiques, pour les dernières élections communales là, sur la base de quel programme? Il n'y a pas de programme. Moi, je pense que les acteurs politiques doivent travailler à ce qu'il y ait une offre chaque fois qu'on va aller aux élections. Aux dernières élections législatives, moi, Bénin était le seul parti politique à éditer une offre législative dans laquelle ont été consignées toutes les lois que nous déposerons sur la table de l'Assemblée nationale si jamais nous sommes élus. Nous avons été dans les détails
et puis avec un carré propositionnel dans lequel nous avons dit le sort de ces propositions de loi-là par rapport au nombre de députés que le peuple va nous donner. D'accord? Notre proposition de loi deviendra loi si le peuple nous accorde la majorité absolue. Ça veut dire que Mohamed n'a besoin de personne d'autre pour, s'il dépose sa proposition de loi avec son effectif au Parlement, il pourra faire passer cette loi. Mais si Mohamed n'a pas, comment on appelle, l'effectif qu'il faut, oui, l'indicateur qui va servir, que le peuple va utiliser pour apprécier si Mohamed a tenu ou pas ses promesses, oui, ses engagements de campagne, c'est le dépôt de la proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale. Si on n'en pas l'effectif, si on dépose sur la table, on va essayer de rallier d'autres personnes, oui, à notre cause, mais si c'est seulement une obligation de moyens, ça ne sera pas une obligation de résultats. Donc nous avons détaillé tout ça. Nous sommes les seuls à avoir fait ça, personne d'autre. Et donc pour les communales, on devrait, les partis politiques devraient avoir un programme de développement de chaque commune. Et comme les communes n'ont pas les mêmes réalités, oui, nous avons 77 communes, on devrait avoir, chaque parti doit avoir 77 programmes de développement. Ça veut dire qu'il faut faire une étude commune par commune pour identifier les défis et proposer des solutions aux électeurs. On devrait avoir une offre en ce sens-là, si déjà des communes, vous savez que les communes ont le plan de développement communal, est-ce que le parti politique ne devrait pas se baser sur déjà des choses qui existent déjà? Lorsque vous avez le plan de développement communal, d'accord, vous devez faire votre programme en tenant compte de ce plan de développement communal. Vous n'avez pas, si moi vient, je vais expliquer le plan de développement communal, c'est un document d'orientation, mais il faut un document programmatique pour dire, bon, nous allons gagner les élections pour 5 ans. Pendant les 5 ans, voilà ce que nous pouvons faire dans le plan. Encore que, il faut vérifier la cohérence de ce document dont vous parlez là, le plan de développement communal. Il faut pouvoir l'étudier pour voir si c'est un plan de développement communal qui est vraiment adapté à la commune. Parce qu'il y a des documents comme ça que vous voyez sur le terrain et qui n'ont rien à voir, c'est des copies-collées, des fois, je ne dis pas que c'est général. Donc je crois que chaque parti politique doit essayer de faire son travail de diagnostic, d'évaluation, pour identifier des solutions commune par commune et transformer ces solutions-là en engagement devant les électeurs pour solliciter les suffrages. Très bien. Pour que si les gens votent pour vous et vous avez la gestion en main de la commune, qu'on puisse avoir un élément provenant de vous pour vous juger, plutôt que d'aller voir dans un plan de développement communal qui n'est pas votre document pour vous juger. Voilà. Il y a tout de même aujourd'hui la séparation, on pourrait dire un personnel technique et un personnel politique dans les communes désormais. Les SE avec des révocations, avec des malversations, avec un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les SE ne dirigent pas les mairies. Les communes sont dirigées. Ils sont les patrons aujourd'hui de l'administration. Oui, mais ils sont sous ordre du conseil de supervision. D'accord? Le SE a beau être SE, il est révocable par le maire et son conseil. Donc, le SE, lui, comme son nom l'indique, c'est un secrétaire exécutif. Il exécute quoi? Il exécute les décisions du conseil communal ou municipal. Ça veut dire que le chef, le patron de la politique au niveau de nos municipalités demeure le maire et son conseil. Mais dans la réalité, se passe cela, Jacques Ayadi. C'est vous qui le dites, mais moi je ne pense pas. Les débats fiction, moi je ne les fais pas. Parce que quand on parle de budget, vous avez entendu des maires qui disent donnez-nous nos budgets. Quand on parle de budget, on parle d'un certain nombre de choses. C'est le SE. Oui.
d'accord. Mais le SE n'a jamais décidé. Donnez-moi l'exemple d'un SE ou d'une SE qui a décidé par lui-même d'exécuter une activité qui n'est pas prévue au budget. Qui vote le budget des municipalités? Qui vote le budget? Est-ce que c'est le SE? C'est pas le SE. Le SQ exécute. Et donc, ça ne vous gêne pas qu'il y ait... Vous êtes ici en train de m'interroger. Oui. Vous êtes un exécutant. Ici, il y a une hiérarchie. Oui. J'ai fait cette émission avec vous parce que ça a été décidé par la hiérarchie et nous sommes en train de l'exécuter. Donc voilà, c'est la même chose. Donc moi, je ne vois pas, comment on appelle, une suprématie des SE par rapport au maire et au conseil de supervision. Non. Très bien. Vous approuvez tout de même cette réforme, les SE? Attends, là, je fais la question au chef de parti politique. Oui. Les SE quoi? Les SE quoi? Vous voyez un peu la séparation, le personnel technique, le personnel politique et tout ça. Pour vous, ça devait être comme ça avant. C'est des choses qui sont normales, qui devaient être faites spontanément, que les gens ne faisaient pas spontanément, qu'on a essayé de mettre en place par la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes maire que vous êtes spécialiste de tout, n'est-ce pas? Si vous êtes maire, vous n'êtes pas forcément un comptable, vous n'êtes pas forcément un ingénieur, vous n'êtes pas forcément ceci. Vous devez vous baser sur des bras techniques pour exécuter votre programme. Mais il se fait que pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, les gens veulent être l'alpha et l'oméga de tout ce qui se fait au niveau de la commune. Ce n'est pas normal. Donc moi, j'approuve la réforme de faire en sorte qu'il y ait une administration communale qui soit vraiment indépendante des chapelles politiques. Vous voyez que lorsque les maires avaient l'omniscience de tout ça là, ils pouvaient même décharger un cadre qui fait bien son travail, parce que le cadre n'a pas accepté de faire des choses contre l'orthodoxie. Vous savez ça. Très bien. Donc, voilà. On ira plus vite, Jacques Ayagui, les récriminations. On parle des échéances majeures de 2026. L'opposition, les forces politiques de l'opposition qui ne sont pas contentes, puisqu'elles estiment que le code électoral est taillé sur mesure. Ça ne permet pas, justement, une élection pacifique ou des élections libres et transparentes. Quelle lecture vous en faites? Bon, moi les petits débats, moi, je les fais pas. Est-ce que le code ne vous pose pas de problème au niveau de Moël Bénin? Le code électoral, lorsqu'il était en étude, lorsqu'il n'était pas encore le code, qu'il était seulement un projet de code, chaque parti politique a donné son opinion, a fait ses observations, etc. Mais nous, à Moël Bénin, nous sommes différents des autres. Nous sommes un parti respectueux de l'ordre républicain. Nous avons dit, chacun a donné son avis. Mais un projet est sorti de l'Assemblée nationale comme code promulgué par le chef de l'État après avoir obtenu l'avis conforme de la constitutionnelle. Donc ça devient une loi qu'il faut exécuter. Nous ne sommes pas dans ces récriminations pour dire oui. Parce que si chacun veut faire le code pour se satisfaire, il y aura autant de codes électoraux, autant de partis politiques, autant de codes électoraux. Nous sommes dans un système démocratique où les décisions qui ne sont pas consensuelles ne se prennent pas à majorité. Très bien. D'accord? Aujourd'hui, il y a une majorité à l'Assemblée. Cette majorité a voté une loi. Si une chapelle n'est pas d'accord, il faut que la chapelle travaille sur le terrain pour avoir des populations, l'inversion du rapport de force, pour pouvoir à son tour reprendre cette loi-là comme cette chapelle le souhaite, avec une majorité qu'elle aura acquise
des populations. Donc nous ne sommes pas dans les choses où le code est taillé sur mesure. Taillé sur mesure par qui? Est-ce que c'est pas le code n'a pas suivi les mailles que notre ordre républicain a prévues? Est-ce que c'est le chef de l'État qui est resté dans son bureau, a écrit le code et l'a promulgué en même temps? Non. Le code est allé à l'Assemblée, ça fait l'objet de débats, etc. Débat en commission, débat en plénière, et ça fait l'objet de votes. Et quand on a voté là, un camp a pu imposer le camp majoritaire a pu imposer son avis, et cet avis doit s'imposer en démocratie au cas minoritaire. Et il est prévu tout de même également en démocratie une relecture. Oui, mais la relecture, donc, ce n'est pas une relecture imposée. Il faut bien que ceux qui ont la majorité, donc ceux qui ont la décision, acceptent la relecture. Et puis, même si la relecture, si la même majorité est là, quel changement il y aura? Ils vont, quand l'heure de vote va arriver, ils vont voter comme ils ont voté. Donc moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il vaut mieux aller se battre sur le terrain, si on n'est pas d'accord avec le code actuel, aller se battre sur le terrain pour avoir une majorité, pour venir relire la code à sa guise. C'est comme en 2016, quand on est allé aux élections. Ce n'est pas 100% des Béninois qui ont voté pour le président Patrice Talon. Je pense que c'est 65%, non? Mais il y a 35% qui ont voté contre. Est-ce que les 35% ont refusé que le président Patrice Talon est le président? Quand il y a les règles, là, il faut les respecter. Au Bénin, aujourd'hui, dans la classe politique, c'est moi, le Bénin, seul qui estime que l'habit que nous nous sommes cousus à la conférence nationale ne nous sied pas. C'est seul moi, Bénin, qui dit que la constitution du 11 décembre 1990 est une mauvaise constitution. Tous les autres chapelles estiment qu'en disant ça, nous faisons mal. Mais comment se fait-il que ce qui est prévu par la constitution que vous adoubez tous là, vous êtes comme ça? Est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas validé le code électoral? Est-ce que nous ne sommes pas entendus pour dire que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à tout le monde? Comment on peut être d'accord avec ça et être contre le code électoral? Non, soyons cohérents. Très bien. C'est comme en football, on a dit que l'arbitre est le seul maître du terrain. Si vous prenez, et puis il y en a également dit qu'il est interdit de jouer à la main le football, mais il se fait qu'un joueur prend le ballon à la main, il envoie dans les buts de l'équipe adverse, et l'arbitre dit que c'est un but. Si l'arbitre dit un but, et nous sommes déjà entendus pour dire que l'arbitre est le seul maître du terrain, on peut murmurer, mais c'est le but. Même quand on a amené la vidéo, VAR, non? Oui. Est-ce que ça a changé? Parce que c'est le même arbitre qui va valider, qui va regarder la vidéo pour voir si la décision qu'il a prise est juste. Donc il peut bien voir le joueur en train de mettre la balle dans les filets de l'autre et dire que c'est un but. On va lui dire d'aller voir la vidéo. Il va voir la vidéo, il voit bien la main et il dit quand même que c'est un but. S'il dit que c'est un but, même la FIFA ne peut pas dire que ce n'est pas un but. On peut censurer l'arbitre après. Oui. Mais le but là, c'est bien un but. Validé, donc, très bien. Les règles du jeu, les règles là, quand on s'entend sur les règles là, il ne faut pas être là. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous, Jacques Ayadji. Il y a quand même l'opposition, sinon le parti politique Les Démocrates, qui veulent en réalité des preuves par rapport au coût des ouvrages. On va rapidement, hein, ce n'est pas ce qui vous amène, mais on fait cette question quand même. Non, mais bon, ils ne veulent pas des preuves, puisque moi je leur donne des preuves. Moi j'ai sorti le répertoire des marchés que nous avons passés dans le domaine routier. Et j'ai sorti un coût au kilomètre qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Il y a longtemps que je demande désespérément un débat contradictoire avec eux. Est-ce que c'est le débat qui va régler le problème? Mais au moins, par respect au peuple, il faut que les gens viennent se croiser, argument contre argument, pour qu'on voie
ceux qui sont dans la manipulation, ceux qui sont dans le déni, qui sont dans le ceci. Parce que la dernière fois, dans le dossier Akpona, Oui. j'ai encore vu un parti politique, au lieu de venir s'exprimer par rapport à ce dossier, s'est permis encore de dire que l'Assemblée nationale a coûté 78 milliards, alors que c'est faux. C'est des mélanges, ça. En réalité, ils estiment que bon, il y a un coût à l'initiale et puis il y a un avenant qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a pas d'avenant, c'est ce que je leur ai dit. Il n'y a pas d'avenant. Ils n'ont qu'à venir pour qu'on fasse le débat. Ils n'ont qu'à venir. Je leur ai dit, allons ensemble à l'Assemblée nationale pour qu'on pose des questions ensemble. Ils n'ont pas voulu venir. J'ai fait une conférence publique où j'ai rendu public. Ils ont dit qu'on cache des choses. On cache rien. Vous n'avez pas reçu les documents que j'ai publiés avec projet par projet, le coût global, le coût au kilomètre, etc., jusqu'à sortir un coût au kilomètre moyen sur tout ce que nous avons fait. C'est fait ça. Il nous qu'à venir qu'on finisse avec ça. Il faut que ces gens-là soient clairs parce qu'ils n'ont pas de programme. Est-ce que vous connaissez le programme de ceux qui parlent là? On n'est pas encore à l'heure de programme. Non, normalement, les programmes. Moi, je voudrais donner le programme de Moël Bénin maintenant. Vous êtes prêts. Peut-être que c'est à leur niveau, mais ils attendent. Chaque parti politique devait avoir son projet de société avant sa naissance. Parce que ça fait partie des documents constitutifs de la demande de reconnaissance administrative des partis politiques. Donc, on n'a pas besoin d'attendre une échéance donnée pour dire son projet. Est-ce que vous connaissez l'avis de ce parti-là sur le budget que nous venons de voter à l'Assemblée nationale, à part de dire que le budget est mauvais? Vous avez un budget alternatif? Vous en avez eu l'année dernière? C'est ça un parti politique? Ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas bon, voilà. Mais si moi, je prends le voir, voilà comment il est fait. On ne connaît pas ça. Et on a seulement un programme basé sur une norme. Voilà que la Constitution dit que le président Talon va quitter le pouvoir en 2026. Donc, comme leur programme est basé sur Parti Talon, donc ce parti va disparaître en 2026. Pourquoi vous dites que c'est basé sur un homme? Pas du tout. Ils ont des alternatives. Certainement, ils ont... Vous voyez, vous êtes journaliste, vous dites certainement. Certainement. Donnez-moi une seule proposition de ce parti. Ils attendent... Moi j'ai même entendu, il faisait un débat avec une journaliste, là, il disait que bon, c'est maintenant qu'ils sont en train d'élaborer leur projet de société. Non, c'est pas bien, c'est pas respectueux. Très bien. Et donc, pour l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'avenant? Il n'y a pas d'avenant. Il n'y a pas d'avenant. Je l'ai dit, il n'y a pas d'avenant. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils veulent que nous-mêmes on fasse ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2009 pour jeter dans l'eau 20 et quelques milliards? Ils ont pris un marché d'un bâtiment et tous les lots là, y compris la peinture, la lumière, tout, ils ont signé au même jour. Ils ont donné les avances à tout le monde. Le projet a capitulé et puis l'argent est parti. Aujourd'hui, le gouvernement a dit non, je ne fais pas comme ça. Je fais un phasage du projet. Un bâtiment, c'est d'abord le gros œuvre. Il faut que les maçons viennent faire du béton, les murs et autres, les dalles et tout. C'est le gros œuvre. Je finis ça d'abord. Je suis sûr que le bâtiment existe. Donc, je fais un marché spécifique pour ça. Ce marché spécifique a été fait et achevé depuis l'année dernière. On a pris une autre entreprise, pas la même entreprise. On a pris une autre entreprise pour les finitions. C'est en cours. On prendra une autre entreprise pour tout ce qu'il y a comme équipement, les mobiliers. C'est autre chose. Il n'y a pas eu d'avenant. Pas eu d'avenant. Pourquoi ils disent ce qui n'est pas? Donc, ils n'ont qu'à amener les avenants. Ici, peut-être que c'est Matin Libre Télévision, c'est ici qu'ils vont accepter le débat contradictoire. S'ils l'acceptent, j'ai demandé à Gaï TV. Je n'ai pas reçu. J'ai demandé à Canal 3 Bénin. Je ne l'ai pas eu. J'ai demandé à Télévision, je ne l'ai pas eu. Peut-être qu'ici, ils viendront avec les avenants dont ils parlent là, avec des copies, pour qu'on sache effectivement qu'il n'y a aucun avenant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est justement sur ce point-là que on voit le temps passer. On aura certainement d'autres occasions, Jacques Ayagui, pour revenir sur d'autres thématiques d'intérêt pour nos amis téléspectateurs, pour nos internautes. Quel est votre mot de fin? Mot de fin, c'est que Moël Bénin est là, il fait sa marche. Et je vais dire aux jeunes que je rencontre de plus en plus ces derniers temps. J'ai même eu une rencontre tout à l'heure à 16h avec plusieurs centaines de ces jeunes-là pour leur parler. Il faut qu'ils évitent la facilité.
Ce qui est facile, il faut éviter, ce n'est pas durable. Donc, Moël Bénin est un parti qui est né normalement. Un parti qui n'est pas né avec les dents. D'accord? Et dans notre sociologie au Bénin, lorsqu'un enfant naît avec les dents, vous savez les interprétations qu'on en fait. La facilité, il faut faire attention aux chapelles nées avec les dents. Parce que dans notre sociologie, là, quand on est avec les dents, là, vous savez ce que ça veut dire. Moël Bénin est dans sa marche depuis 2018. Aujourd'hui, a poussé normalement ces dents-là et évolue normalement. Donc, je lance cet appel à la jeunesse pour... je ne vais pas faire la campagne chez vous. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le moment, mais il faut qu'ils évitent la facilité. Il faut qu'ils adhèrent à des partis politiques qui vont co-construire. Oui. Co-construire. Parce que lorsqu'il y a cette co-construction-là, c'est durable, c'est résilient. Les premières tempêtes n'emportent pas l'œuvre. Et c'est ça le cheminement de Moël Bénin. Très bien. Merci de donner la parole à Moël Bénin. C'est pour la première fois que je parle sur Matin Libre, le groupe de presse Matin Libre. Je n'ai jamais fait quelque chose avec vous. Peut-être que c'est le début du commencement de quelque chose. Oui. Je souhaite à notre collaboration bon vent. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, voilà, cher président Jacques Ayadji. Vous êtes le président de Moël Bénin, mesdames et messieurs. Et c'est justement sur ce message à l'endroit de la jeunesse béninoise que nous mettons fin à nos discussions de ce matin à la faveur de ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Nous allons nous retrouver très incessamment pour d'autres thématiques encore avec d'autres citoyens béninois. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés Matin Libre Télévision. À bientôt. Vous m'avez empêché d'annoncer que Moël Bénin, le 28 juillet prochain, va lancer la célébration de son ancêtre, parce que nous sommes nés le 28 juillet 2018. Oui. Le 28 juillet 2025, nous ferons 7 ans. 7 ans. Et nous avons prévu toute une semaine pour faire une sorte de porte ouverte sur le parti. Donc, à l'occasion, nous allons vous inviter à venir partager l'expérience de Moël Bénin avec nous pendant une semaine. Parfait. On fera parler du parti. Nous avons 7 ans. Voilà. Nous sommes en train d'aller progressivement vers l'âge, vers le bel âge. Très bien. Voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris donc pour le 28 juillet prochain pour les 7 ans de Moël Bénin. Mesdames et messieurs, à très bientôt.